Madame, bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal, le top premier 20h des jours ouvrables de cette semaine. Crime odieux à Buea, dans la région du sud-ouest. Un jeune homme tue son père qui l'accuse de brader le patrimoine familial. C'est l'émoi et la consternation dans cette partie du pays. Les images, vous les aurez dans ce journal. Sénatorial 2013, Élections Cameroun entame depuis ce matin l'examen des dossiers de candidature pour les sénatoriales annoncé pour le 14 avril de cette année. La bataille s'annonce rude dans la région du littoral où vont s'affronter trois partis politiques. Enjeu de ces consultations électorales pour l'opposition camerounaise est-elle un fait valoir démocratique dans cette compétition électorale? C'est le débat dans la seconde partie de ce journal avec deux acteurs de la scène politique camerounaise. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci d'être avec nous, madame, monsieur. Bonsoir une fois de plus. Plusieurs cadres de la Société camerounaise de dépôt des produits pétroliers ont été interpellés. Des sources évoquent une mauvaise gestion des fonds ayant débouché sur la distraction de près de 160 millions de francs CFA. Nos reporters étaient ce matin à la SCDP. Voici leur compte rendu. Au lieu de 165 millions de francs CFA, comme annoncé dans la presse, à la Société camerounaise de dépôt pétrolier, on parle de 160 millions détournés à travers des documents émis à partir de la Société Générale des Banques du Cameroun. Des faux ordres de virement partis de la SCDP et traités à la SGBC, à la cellule de communication de la SCDP où nous n'avons pas pu accéder au directeur général. On confirme l'information. Sur cette affaire, 6 Camerounais, dont 4 agents de la SGBC et 2 de la SCDP, ont été interpellés actuellement, détenus à Yaoundé. Si la SCDP confirme l'information parue dans la presse, on précise que ces documents étaient des faux portant des signatures du directeur général Gaston Elundu Essomba et de son directeur d'exploitation. Une imitation savamment montée dans la logique d'un paiement qui n'émane pas de la SCDP. La Société camerounaise de dépôt pétrolier où nous avons pu rencontrer le chef de cabinet et en même temps responsable de la communication de la dite entreprise. Ici, on fait confiance à la justice camerounaise. Notons que quelques personnes sont déjà aux arrêts et les enquêtes se poursuivent. À la Société camerounaise des dépôts pétroliers, je suis Pierre Laverdure-Romban pour Equinox Télévision. Merci Pierre Laverdure au banc. Maintenant au sujet de l'affaire Charles Métaux. Notons que la cause est renvoyée au 25 mars prochain. Toujours pas d'avancée dans ce procès. Toujours pas d'avancée. Les différentes parties attendent toujours que la Cour d'appel du Sud-Ouest se prononce sur la requête de récusation du juge introduite par le conseil de l'ancien directeur général de la Sonara. Ses avocats soupçonnent la partialité du président du tribunal de première instance de Limbé, qu'ils veulent voir écarté de la cause. Affaire à suivre. Crime crapuleux dans la région du sud-ouest. Un jeune homme tranche la tête de son père dans une plantation. Le présumé criminel était mécontent de son père qu'il accuse d'avoir vendu une de ses maisons sans son consentement. La scène s'est déroulée le week-end dernier. C'est un reportage signé Jean-Paul Chouniata. La ville de Buea est encore sous le choc depuis la découverte du corps sans vie d'un de ses habitants, Daniel Bondé-Likoué. La victime âgée de 75 ans a vu sa tête tranchée par son propre fils, Gabriel Bondé, 25 ans, alors qu'il se trouvait dans sa plantation au pied du mont Cameroun. Selon les témoignages des membres de la famille, le jeune Gabriel Bondé en avait après son père pour n'avoir pas été informé de la vente d'une des maisons familiales. Après son forfait, le meurtrier va transporter son trophée de crime dans ce sac plastique, le brandissant en signe de ses millions à gagner dans les heures d'après. Des passants affirment même l'avoir aperçu avec le sac en question faire des tours de ville. Et c'est quelques heures plus tard qu'un chasseur de nuit passant par là tombe sur le corps de la victime. Alertés, les forces de l'ordre ont mis la main sur le présumé criminel qui médite son sort dans une cellule de police. À propos de ce crime crapuleux, il se raconte partout dans la ville de Buea que le jeune homme aurait été approché par des prétendants au poste de sénateur. Ces derniers lui auraient promis des millions au cas où il livrerait la marchandise. Même si c'est la première fois qu'un tel sacrilège survient dans la ville de Buea, le présumé meurtrier n'est pas à son premier coup. Gabriel Bondé avait enlevé sa nièce et découpé à coups de machette son frère cadet.
Ce meurtre atypique a ému tout le monde, au rang desquels le paramontif Ndélé, chef supérieur Bakweri, qui est venu s'incliner devant la dépouille et témoigner la cruauté de l'acte abominable posé. Mouvement d'humeur à la commune d'arrondissement de Douala 2e ce lundi. L'arrêt de travail a paralysé légèrement les activités dans cette collectivité territoriale décentralisée. Au centre de la discorde entre le personnel gréviste et le maire, la non-application d'une décision de justice. Nous y reviendrons. Un autre mouvement d'humeur, cette fois-ci, c'est au marché Dakar ce lundi, toujours dans la ville de Douala. Les commerçants s'insurgent contre la disposition d'un conteneur sur un espace réservé pour garer des véhicules. Pourtant, le propriétaire du dit conteneur affirme avoir reçu l'autorisation des autorités administratives. Une affirmation contraire à celle des commerçants qui soutiennent que la communauté urbaine de Douala avait entrepris de construire des bouches d'incendie sur cet emplacement et plus tard, le site a été transformé en parking. Je vous propose d'écouter quelques attitudes de ces manifestants au micro d'Equinox Télévision. Avant, c'était trop serré. Aujourd'hui, on a détruit les gens et qu'il y a de l'espace aujourd'hui, ça fait la piété de tout le monde en disant que ça, c'était... Et quand tu as un problème dans le marché, tu ne peux pas te sauver. Donc, ceci permet aux gens de se sauver. Et aux voitures de garer et de faire le déchargement. Mais depuis hier, c'est la guerre. On vient mettre la caisse. Mais ces gens qu'on avait eu à détruire, ils sont au quartier aujourd'hui, c'est les nouveaux gens. On les a vendus. C'est là où le rayon friperie a eu à revendiquer. Pas de vente, même si c'est une semaine. On résout nos problèmes, on serait d'accord. Aujourd'hui, là, nous on veut que cette caisse-là, que ça dégage. Donc, on est venu trouver qu'on a posé les caisses sur les bouches d'incendie, là, on ne veut pas. C'est les autorités qui m'ont amené et ils m'ont proposé l'endroit. Ils ont dit que l'endroit n'a aucun problème. Tous les autorités du marché, l'officier, le régisseur, le secrétaire, la présidente, tous étaient au courant. On a causé tous ensemble et là nous sommes venus de poser la caisse. Et maintenant, les commerçants qui sont aux alentours se revoient. Et le maquereau, Oya Oya, vous le connaissez certainement, ce poisson très prisé par le consommateur camerounais est de retour sur les étals dans la ville de Douala. Seulement, ce type de poisson coûte désormais les yeux de la tête aux ménagères. Il est passé de 900 francs CFA à 1200 francs CFA le kilogramme. Jean-Johnny Mpek et Viviane Kamwa ont fait le marché ce jour. Marché New Deido. Les ménagères vont d'une poissonnerie à l'autre sans pouvoir se décider à acheter le maquereau. Cause de cette indécision, la cherté de ce poisson. Les 3 petits là à 1500 pour avoir que 300 francs. Parce que quand le temps est cher, il te faut aussi manger. Il n'y a pas moyen que tu vas gagner des millions. À part si on baisse, tout le monde sera aussi fier. Sur les étals, on peut en apercevoir, mais difficile de s'en procurer, car le kilogramme est passé de 850 francs CFA à 1000 francs, voire 1200 francs CFA. Nous payons le carton un peu cher, 24 000. On va comme ça à 1000 francs. Il y a 4, il y a 3 000. Ça dépend du type de poisson qu'on achète aussi pour vendre. Le kilo c'est 1100 francs. Mais on laisse ça comme ça à 1000 francs, au lieu de 1100 francs le kilo. Les ménagères pointent un doigt accusateur sur les fournisseurs. Elles estiment qu'ils montent les enchères dans le but de réaliser de bonnes affaires. Pour faire grimper les enchères, plus les contrôleurs de prix même ne passent plus. Semaine dernière, ils ont caché le maquereau. Ils ont sorti les Norvégiens pour nous vendre à 23 000 alors que c'était les Norvégiens pourris. Et hier, les Oya est arrivé pour vendre à 25 200, 20 kilos. Rendus dans l'une des poissonneries installées au marché New Deido, les reporters se sont vus tout simplement l'accès refusé. Les fournisseurs, quant à eux, ont refusé de s'exprimer. Pour pallier ce manque, les ménagères et les vendeuses de poissons grillés ont recours à d'autres poissons qui coûtent moins cher. On se plaint et on supporte. On va faire comment? À n'importe quel y a l'autre, on mange, on même dit que c'est salé, c'est dur, c'est comme ça. Mais on va faire comment? C'est tout ce qu'on trouve. En politique, Élections Cameroun a entamé depuis ce matin l'examen des dossiers de candidature pour les sénatoriales prévues pour le 14 avril de cette année. La Direction générale des élections annonce la distribution des cartes électorales aux conseillers municipaux le 20 mars dans 2 jours. Les préparatifs du scrutin du 14 avril prochain s'accélèrent également. Un reportage de Marcelin Gangsop.
Après le balai de dépôt des dossiers de candidature le 14 mars dernier, l'effervescence est retombée au siège de l'ECAM à Yaoundé, où il prévaut désormais une ambiance plutôt studieuse. Et le jeu vaut la chandelle, puisque le conseil électoral, réuni au grand complet, a effectivement commencé ce lundi 18 mars l'examen des différentes listes déposées finalement par 8 formations politiques. D'après la loi, le conseil électoral dispose d'un délai de 15 jours pour éplucher les différents dossiers. Mais Samuel Fonkam Azou, le président du conseil électoral d'Elections Cameroun, souhaite que cet examen soit fait le plus rapidement possible. En effet, l'impression des bulletins de vote reste conditionnée par la publication de la liste définitive des candidats. Et il faut prévoir que des recours sont possibles. Et dans ce cas, les candidats disposent d'un délai de 48 heures pour introduire leur recours. Et l'ECAM joue donc sur le temps et a l'obligation, quoi qu'il en soit, de publier les listes définitives au moins 15 jours avant la tenue du scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 29 mars prochain. Le temps de s'assurer que toutes les conditions exigées par la loi ont été remplies par les candidats, y compris celles liées à la prise en compte du genre dans la constitution des différentes listes. Samuel Fonkam Azou parle d'au moins une femme dans chaque liste proposée. Au cours de la séance plénière de ce lundi, on a appris que le fichier électoral est quasiment prêt et que les différents matériels de vote sont d'ores et déjà acheminés dans les démembrements de l'ECAM. Un communiqué du directeur général des élections invite les conseillers municipaux qui constituent le collège électoral à passer dans les antennes communales dès le 20 mars pour retirer leur carte d'électeur. Un exercice qui va durer jusqu'au 12 avril, soit 2 jours avant l'élection des tout premiers sénateurs du Cameroun. Voilà, en fait, de sénatorial, nous notons que la bataille s'annonce rude dans la région du littoral. Le RDPC est en compétition avec 2 partis politiques de l'opposition que sont le SDF et l'UNDP. Nous y reviendrons. La faculté d'agronomie et des sciences agricoles de Tchang dans la région de l'Ouest Cameroun, les étudiants dénoncent les conditions approximatives de formation au rang desquelles on cite l'absence de stage de professionnalisation. La situation a commandé une séance de travail entre le ministre camerounais en charge de l'agriculture et les responsables de cette université. Reportage de Dallas Tchana et Julingue. 50 ans après sa création, la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de Tchang reste confrontée à de nombreux problèmes. Ces derniers sont de véritables obstacles dans le parcours académique des étudiants. Les étudiants n'ont pas de stage. Les étudiants, chaque étudiant se bat pour avoir son stage. Et ce n'est pas bon pour une structure vraiment qui se prend comme pilier pour le développement de notre pays. Vraiment, il faudrait que le gouvernement, qu'il y ait une plateforme entre la FASA et le MINADER, pour que chaque étudiant ait le moyen qu'à la fin de sa formation, parce que nous avons 3 stages chaque année. Donc ça veut dire que le stage niveau 3, le niveau 4, du niveau 5. Que chaque étudiant soit sûr qu'en fréquentant, il aura un stage. À côté de cela s'ajoute l'absence des financements pour leurs différents projets. Nous souhaiterons que l'État camerounais finance les projets que les étudiants ont fait pour pouvoir s'auto-employer, parce qu'à la fin des formations, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir s'auto-employer. Donc nous aimerions que l'État camerounais finance les projets déposés par les étudiants après. Ces doléances relayées auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui a tenu une réunion avec les responsables de la faculté. Et Simi Meigné a évoqué l'idée d'une plateforme tripartite dans l'optique de concrétiser la professionnalisation de l'agriculture au Cameroun. Et le ministre camerounais en charge des questions de défense promet des jours difficiles au personnel militaire qui utilise des véhicules de service à d'autres fins. Alain Edgar Mebingo a procédé à une remise de 200 camions tactiques à Yaoundé, une dotation qui devrait améliorer le rendement des forces de défense. Marcelin Gansop. C'est rarement que les forces de défense ont bénéficié d'une si importante dotation en matériel roulant, soit 200 camions tactiques dont l'utilisation devrait optimiser les capacités opérationnelles de nos forces. L'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et le relèvement de notre potentiel logistique de défense.
Vous savez qu'une armée vaut par la qualité de ses ressources humaines, par la discipline qui règne entre les rangs, mais surtout par les matériels qui sont mis à la disposition de cette armée. En procédant à cette remise du matériel roulant, le ministre de la Défense a mis en garde les différents bénéficiaires contre tout dérapage. Alain Egam Bongo promet des jours difficiles à ceux qui tirent l'armée vers le bas. Nous constatons que la plupart des moyens qui sont mis à la disposition de nos forces à grands traits font l'objet de transports clandestins et d'utilisations qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des forces de défense. Nous allons livrer une lutte sans merci contre cette catégorie de personnel qui font que le chef de l'État, chef des armées, tire l'armée par l'avant et eux, ils tirent l'armée par l'arrière. Ces personnels qui ne sont ni moins que des criminels. Ces 200 camions ont été acquis grâce à un crédit spécial dégagé par le président de la République. C'est un sacrifice énorme et le ministre de la Défense n'entend pas laisser qui que ce soit ramer à contre-courant de la volonté présidentielle de porter haute notre armée. Et voici encore qui n'est pas à l'abri de la carence en infrastructure, c'est le corps des sapeurs-pompiers basé dans la ville de Douala. Les sapeurs-pompiers qu'on rencontre d'énormes difficultés. Parmi celles-ci, il y a l'insuffisance de moyens financiers, le manque d'infrastructures et l'incivisme des populations qui jouent au quotidien avec le 118 Dallas Tchana et Flore Tanko Bensi. Le manque d'équipements d'intervention adéquat est l'une des difficultés des sapeurs-pompiers à Douala. Pourtant placé sous la tutelle de 3 ministères, le budget du Corps national des sapeurs-pompiers n'est toujours pas conséquent. Le budget du Corps national des sapeurs-pompiers devait être inscrit non seulement au ministère, par celui du ministère de la Défense, à celui du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, à celui du ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Les collectivités territoriales qui abritent nos unités doivent contribuer à notre financement. Et celles qui veulent avoir les unités de sapeurs-pompiers devraient mettre à notre disposition un terrain dans le périmètre urbain et contribuer à la réalisation d'un réseau d'incendie. Vous constatez certainement la modicité de nos moyens actuellement. Également, au rang des difficultés que rencontre le 20e groupement des sapeurs-pompiers basé à Douala, il y a le sous-effectif. En plus, les sapeurs-pompiers doivent faire face à l'incivisme des populations lors des interventions sur le terrain. La ville s'étend au jour le jour. Les constructions se font de manière anarchique, sans accès pour les secours. Les bouches d'incendie, ils sont rares. Et parfois, et très souvent, je veux dire, ils ne sont pas alimentés en eau. Et nous l'avons signalé, les populations sont parfois peu coopératives sur le trajet que nous empruntons jusqu'au lieu du sinistre. Avec pour devise « sauver ou périr », les sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts à Douala. Seulement, ils ont besoin de plus de moyens pour se déployer dans la capitale économique et ailleurs. Et ce corps intervient dans les domaines de l'incendie, des accidents de la circulation, des noyades et autres transports de corps. Voilà entre autres situations qui mobilisent au quotidien les sapeurs-pompiers dans la ville de Douala. En 2012, le 20e groupement de sapeurs-pompiers a effectué environ 1500 interventions, dont plus de 600 liées aux incendies. Reportage. Dans la fournaise au quotidien à Douala, des sapeurs-pompiers. Le déploiement de ces soldats du feu a été encore plus intense ces dernières semaines. En 2012, le 20e groupement des sapeurs-pompiers basé à Douala est intervenu plus de 600 fois pour des cas d'incendie. Ils ne se sont pas arrêtés là. Sur des routes, des sapeurs-pompiers ont raclé des corps, amené des survivants dans les hôpitaux. Environ 250 interventions pour des accidents de la route. La nature des secours est diverse. Nous avons aussi les interventions
des personnes qui sont prises de malaise sur la voie publique, la protection des biens, dans les cas d'effondrement d'immeubles, des inondations, tous les faits liés à l'électricité, à l'eau. Vous voyez donc, soldats de feu, mais pas seulement soldats de feu, parce que nos missions sont vraiment diverses. En 2012, les sapeurs-pompiers du 20e groupement ont effectué environ 1500 interventions. Dans ce chiffre, plus de 100 fausses alertes. Ici, les populations sont mises en cause. Je voudrais inviter nos concitoyens aussi à plus de civisme, parce que nous recevons beaucoup d'appels de plaisantins, des enfants qui passent toute leur journée à envoyer le secours, n'est-ce pas, hors de caserne, quand il n'y a pas de sinistre. Ceci ne facilite pas, parce que, imaginez-vous, pendant que les sapeurs-pompiers partent pour les faux appels, il y en a qui ont vraiment besoin de sapeurs-pompiers. Au sein du corps national des sapeurs-pompiers, l'on reste convaincu que seul le respect des mesures de prévention permettrait de réduire le nombre croissant des sinistres à Douala. Actualité de la nouvelle frontière en 2 escales. D'abord en Somalie, notons qu'hier, les insurgés islamistes sont repassés à l'offensive. Ils ont repris au dos une ville du sud du pays. Ils pourraient bien être à l'origine d'un attentat à la voiture piégée. Une attaque qui a fait au moins 8 morts ce matin à Mogadiscio. Des détails avec nos confrères de TV5 Monde. De la voiture piégée, il ne reste que le châssis, carbonisé. À côté, un minibus soufflé par l'explosion, tout comme ce bâtiment en ruine sur lequel marchent ses habitants, un restaurant du centre-ville de Mogadiscio à l'origine, très fréquenté. Beaucoup de gens ont été tués aujourd'hui par cette explosion. C'était horrible à voir. On parle d'au moins 8 morts. Et selon des témoins, le kamikaze a fait exploser sa voiture en percutant le minibus avec une cible précise. Le kamikaze visait des véhicules du gouvernement dans une rue proche du palais présidentiel. Selon des hommes de la sécurité locale, c'est un responsable des services de renseignement somaliens qui était visé et l'homme aurait été grièvement blessé. Pas de revendication pour le moment, mais la police soupçonne les Chebabs. Les insurgés islamistes multiplient en effet les attentats depuis que la force de l'Union africaine les a délogés de la capitale somalienne en 2011. Comme avec cet attentat fin janvier devant le palais présidentiel. Et cette violence sexuelle en Inde, vendredi dernier, une touriste suisse a été violée alors qu'elle campait dans le centre du pays. Elle affirme avoir été agressée par 4 hommes en présence de 2 autres. 6 suspects ont été présentés cagoulés devant les caméras de télévision par la police. Une fois encore, nos confrères de TV5 Monde pour plus de détails. 5 des 6 hommes arrêtés par la police indienne. Ils auraient avoué et vont être présentés aujourd'hui à la justice. Âgés de 20 à 25 ans, les agresseurs appartiennent à une tribu locale et étaient armés. 4 d'entre eux ont participé au viol après avoir ligoté le mari de la touriste suisse. Les 2 autres se sont contentés d'y assister. Le groupe a encore volé un ordinateur, un téléphone portable et 10 000 roupies. Nous allons tout mettre en œuvre pour punir ces gens qui ont sali l'image de l'Inde par leurs actes criminels. Rapporté par le quotidien britannique The Independent, les considérations d'un autre policier mettent en cause le couple de campeurs. Personne ne s'arrête là. Pourquoi ont-ils choisi cet endroit? Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y avait un poste de police sur le chemin de l'endroit où ils campaient. Ils auraient dû s'y arrêter et demander où dormir. Les touristes suisses qui circulaient à vélo étaient en train de monter leur tente lorsqu'ils ont été attaqués. Dans une zone boisée du centre de l'Inde, ils se rendaient au Taj Mahal, l'un des principaux monuments touristiques du sous-continent. Du sport football dans ce journal, cette grogne dans les fédérations sportives au Cameroun, exclusion des présidents de fédérations, suspension de ces instances fêtières des compétitions internationales. C'est le climat qui règne actuellement dans l'administration du sport au Cameroun. Yannick Mbazo. Les tensions observées dans les différentes fédérations sportives depuis l'exclusion par le ministre des Sports et de l'Éducation physique de 5 dirigeants sportifs continuent de faire long feu. À la Fédération camerounaise d'athlétisme, c'est la débandade totale. Après son exclusion, l'ancien président, Moussa Jacques, a saisi la Cour suprême qui lui a donné gain de cause. Mais un acte qui n'a rien changé puisque l'Assemblée générale, tenue samedi dernier, sous haute tension, a élu Mbome Motombi, nouveau président.
À la Fédération camerounaise de volleyball, les élections ont été interrompues par le commissaire du gouvernement suite à une incompréhension entre les deux présidents et renvoyées à une date ultérieure. À la Fédération camerounaise de boxe, Justin Tchem a bénéficié de l'exclusion de Bertrand Magloire Mendouga pour prendre la tête de cette fédération. Malheureusement, les récents événements laissent paraître un avenir ombrageux au sein de cette fédération. Dans une correspondance de l'Association internationale de boxe du 14 mars 2013, adressée au secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, le Cameroun est suspendu de toute activité internationale. Par ailleurs, l'Association internationale de boxe ne reconnaît pas le nouveau bureau élu. À la Fédération internationale de cyclisme, c'est la même galère. Après la suspension du Tour du Cameroun par l'instance fêtière internationale, l'exclusion de François Ndjélé est venue clôturer la liste. Décidément, on croyait le mal dans la racine football, mais avec ces dernières désastreuses actualités, on se rend compte que le sport camerounais est au chevet de l'enfer. Et ce tour d'horizon des clubs camerounais engagés dans la Champions League africaine, Coton Sport de Garoua voyage bien. Le club de Garoua est allé dicter la loi à la FAD Djekanou sur ses propres installations à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Par contre, c'est une mauvaise opération pour la Panthère d'Undé et pour Union Sportive de Douala qui sont passés à la trappe RVK. C'était un week-end catastrophique pour les plénipotentiaires du Cameroun en Coupe africaine, la CAF. Sur les 3 rescapés, seul Coton Sport de Garoua est allé brûler la politesse à la FAD de Djekanou en Côte d'Ivoire sur la plus petite des marches, 1-0. Un léger avantage des cotonculteurs avant la manche retour à la maison dans 14 jours. Son compagnon en Ligue des Champions n'a pas connu la même réussite. L'Union Sportive de Douala a été sévèrement séchée 3-0 par les Marocains de FUS de Rabat. Les Nasra Kamakaï devraient se plier en 4 afin de renverser la vapeur au match retour à Douala. La Panthère sportive d'Undé, l'unique ambassadeur en Coupe de la Confédération, a été domptée par l'USM d'Alger, 0-1. Une mince avance des Algériens qui permet à Zimanto de mieux préparer la phase retour à Douala, en espérant que le club du département d'Undé va se mettre au diapason de son adversaire du Maghreb. Toujours en sport, cette lutte pour refermer la première partie de ce journal, match qualificatif pour la Coupe du Monde 2014. Notons que la plupart des joueurs camerounais arrivent ce soir pour le centre de la CAF à Yaoundé. Les séances d'entraînement pour le match qualificatif entre le Cameroun et le Togo commencent demain 9h. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci Madame, Monsieur de nous retrouver dans la deuxième partie de ce journal consacré au débat. Ce soir, les sénatoriales et pour en parler, 2 acteurs de la scène politique camerounaise. Sam Cyril Mbaka, bonsoir. Bonsoir Maroc. Vous êtes vice-président national de l'UDC, c'est ça? Tout à fait. Merci d'avoir... Premier vice-président. Le vice-premier vice-président. Oui, premier vice-président de l'UDC, un parti politique de l'opposition. Moseline Djebaï est membre du comité central de l'UNDP. Non seulement de l'UNDP, parti politique de l'opposition. Mais membre du bureau politique. Membre du bureau politique et membre du comité central. Voilà, c'est des partis qui sont engagés dans les sénatoriales annoncées pour le 14 avril de cette année. Mais beaucoup d'observateurs ont pu dire que l'opposition camerounaise va à cette compétition pour une sorte de faire-valoir démocratique. Est-ce que vous partagez cet avis, Sam Cyril Mbaka? Ben, je pense que nous devons nous mettre dans le contexte. Les partis politiques sont créés, n'est-ce pas, pour compétir et exercer le pouvoir. C'est tout comme tout à l'heure je suivais dans votre reportage. L'Union de Douala aurait perdu par 3-0. Tout à fait. Alors il déclare qu'il ne joue plus le match de retour. Non, je pense que les sénatoriales sont là. C'est une donnée qui est claire, qu'on attendait depuis 17 ans. Maintenant, le jeu aurait été plus, du moins positif, parce que si on avait eu les élections municipales avant, mais tel n'est pas le cas, nous savons que le RDPC a toujours utilisé la légalité et la légitimité à côté. Donc, nous devons faire avec. Et je dois dire que c'est de la faute même de nous, les partis politiques, certains partis politiques qui
lorsque nous nous sommes réunis à la réunion de la tripartite pour définir ensemble ce que devait être le Cameroun, beaucoup l'ont décrié. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu plus de plateforme qui puisse nous amener à avoir un consensus national. Donc, nous allons aux élections sénatoriales parce que c'est prévu par la loi, c'est prévu par les textes, et, ma foi, les chances peuvent être minimes au départ, et à l'arrivée, il y a quand même un temps de campagne électorale. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de l'UDC, nous, on a préféré compétir à l'ouest. Parce qu'on a une masse critique de conseillers municipaux là-bas qui peut probablement avoir à renverser les tendances. Vous comprenez? Donc, moi, je dis, c'est quelque chose qu'il faut vivre parce qu'on est un parti politique créé pour cela. Maintenant, aux populations, aux citoyens de tirer les leçons. Sam Seguin Baka, est-ce que ça ne paraît pas un tout petit peu curieux que vous vous engagiez dans une bataille où les règles du jeu, selon votre description, semblent être pas très équilibrées? Oui, ben vous savez, les conseillers municipaux, c'est les gens qui vivent auprès des populations. C'est-à-dire que la lecture de la politique d'un conseiller municipal est différente de la lecture d'un député ou d'un ministre. Ça veut donc dire qu'auprès des populations, on peut constater que ça marche ou ça ne marche pas. Et quand on est Camerounais, en fin de mandat, on doit pouvoir, en toute honnêteté, faire son choix. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les disciplines du parti, mais nous ne pouvons pas aller à une élection sans essayer de mesurer les chances que nous avons. Je vous dirais par exemple que je n'irai pas à une élection quand je ne suis pas sûr que ma caution ne sera pas remboursée. Voilà, donc c'est un peu ça la vision de la chose. Mais vous savez que même lorsque vous perdez à un certain quota, votre caution peut être remboursée. Mais vous pouvez perdre et récupérer votre caution. Il y a les élections municipales, les législatives qui arrivent. Vous comprenez? C'est un choix. Moseline Djebaï, est-ce que vous refusez, comme Sam Seguin Baka, d'être taxé comme un accompagnateur du jeu démocratique en allant à ces sénatoriales annoncées pour le 14 avril de cette année? Merci de me poser cette question et cela me donne l'occasion de rappeler une fois de plus la position de l'UNDP. L'UNDP a toujours assisté depuis 1992 à toutes les élections organisées au Cameroun. Donc nous nous considérons comme un parti républicain qui doit manifester sa présence quant à l'évolution politique de notre pays. Nous avons donc décidé d'aller également cette fois-ci aux élections sénatoriales. Le Sénat, c'est la représentativité, n'est-ce pas, des collectivités décentralisées. Nous pensons que nous sommes une force de proposition, nous pensons que nous avons des idées. Nous pensons que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire un certain nombre de choses. Nous avons donc accepté de poser nos candidatures à différentes régions. Je crois que nous aurons l'occasion de connaître toutes ces régions parce qu'à l'heure actuelle, elle est quand même en train d'examiner les dossiers de candidature. Les dossiers. Nous verrons le moment venu les provinces ou les régions qui seront retenues. Je voudrais dire que cette élection, c'est une élection toute particulière. Nous avons depuis bientôt 17 ans voulu qu'il y ait des élections au Cameroun et plus particulièrement les sénatoriales pour être beaucoup plus proche des populations. C'est l'occasion donc pour nous, à l'UNDP, d'exprimer nos idées parce que nous pensons que nous avons des idées, nous avons des propositions à faire et pourquoi pas des engagements si jamais demain nous sommes... Moseline Djebaï, vous y allez parce que c'est la première fois que cela arrive au Cameroun, parce que vous voulez vous inscrire dans l'histoire des mutations politiques au Cameroun, ou alors vous y allez parce que techniquement vous vous sentez capable de remporter quelques sièges? Bien évidemment, il y a la capacité qui est là. N'allons pas très vite à la maison. L'UNDP est un parti républicain, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons beaucoup de mairies entièrement gagnées dans cette république par l'UNDP. Nous avons beaucoup de conseillers. Je crois que le moment venu, nous allons dévoiler, n'est-ce pas, le programme politique de l'UNDP et de dire la consistance de l'UNDP sur le plan macroéconomique. Donc, nous allons à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous pensons que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, des propositions à faire et nous avons affaire à des grands électeurs. Les conseillers municipaux sont des grands électeurs. Ils auront le choix. Les premières listes sont déjà en gestation, elles sont là. Ils ont en face d'eux
des hommes et des femmes à qui ils peuvent accorder, n'est-ce pas, leur mandat pour que la cité soit bien gouvernée. La cité bien gouvernée, c'est le bien-être. Nous pensons donc à l'UNDP. Il fallait absolument qu'on soit présent et nous serons toujours présents parce que nous avons beaucoup de choses à dire et à proposer. Donc, c'est un match de football que nous y allons. Nous ne sommes pas pour le moment. Mousseline Djebaïme, on a noté une sorte d'hésitation dès l'annonce de la convocation du collège électoral du côté de l'opposition camerounaise. Beaucoup ne se sont pas manifestés. Il n'y a que le RDPC qui semblait bouger un tout petit peu. Par contre, à l'opposition, notamment à l'UNDP, les gens n'ont pas beaucoup bougé. Non, nous avons bougé, je pense. Je ne voudrais pas revenir sur le récit des autres partis politiques, mais je vais vous dire très rapidement que l'UNDP a pris à bras le corps, n'est-ce pas, l'organisation... Cela veut dire que vous attendiez ces échéances. Bien évidemment, et le chef de l'État avait déjà annoncé dans son discours à la nation qu'il y aurait des élections probablement. Donc, nous ne sommes pas surpris par cette annonce. Et dès lors, nous avions pris des dispositions. Le président national de l'UNDP, son Excellence Maïgari Bello Bouba, a pris des décisions dès le 28 déjà du mois de février pour faire des circulaires aux membres du comité central, aux membres de fédération, pour leur dire que les élections sont annoncées pour le 14 avril 2013. Nous nous sommes donc réunis conséquemment et il a également pris une décision qui date du 2 mars 2013, convoquant certains camarades du comité central et du bureau politique pour examiner les candidatures et où est-ce que l'UND pourrait d'une manière ou d'une autre se présenter. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous attendions ces élections et comme je vous ai dit tantôt, nous sommes un parti politique républicain. Nous irons aux élections, nous allons affronter ces élections. Tout à fait. Nous pensons qu'elles vont très bien se On a noté par contre beaucoup d'hésitation de votre côté. C'est-à-dire que la position de l'UDC n'a pas été très constante par rapport à sa participation à ces consultations électorales. Non, nous avons toujours été constants. Voyez-vous, ce qui se passe, c'est que les élections au Cameroun, le calendrier électoral, c'est le chef de l'État seul qui le maîtrise. Donc, quand l'annonce est faite en fin d'année ou en début d'année, nous savons qu'il y aura des élections. Donc, nous nous apprêtons à cela. Et nous savons que si les sénatoriales arrivent avant les municipales, alors à ce moment-là, on devra faire avec le collège électoral, c'est la légalité. Voyez-vous, la légalité parfois absorbe la légitimité. Tout à fait. Mais si on est un parti politique qui doit conquérir le pouvoir et l'exercer, il faut bien se conformer à ce que c'est que la légalité. Elle emporte sur la légitimité. Nous le savons. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes prêts. Mais je vous ai dit, ce qui est le plus important pour nous, c'était de participer. Et de participer là où on a une masse critique qui nous permette de renverser la vapeur, sinon de récupérer nos cautions. Bon, merci, je vous dis merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Le temps qui nous est accordé à arriver malheureusement à son terme. C'est un débat qui va se poursuivre à nos plateaux subséquents. Merci et je vous souhaite bonne chance dans cette compétition électorale. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir. Bonsoir, prévision météorologique du mardi 19 mars 2013 dans la région du